Bonjour à tous, je suis Sébastien Périmoni, responsable du bureau Afrique de l'Institut Schiller, pour lequel j'ai eu la chance de participer la semaine dernière au sommet Russie-Afrique qui avait lieu donc les 27 et 28 juillet dans la belle ville de Saint-Pétersbourg, donc en Russie. Un sommet historique et symbole du changement d'époque que nous vivons. Historique d'abord pour nous, l'Institut Schiller, parce que nous avons été la seule organisation occidentale à avoir été invitée à participer. Pourquoi? Parce que notre institut, l'Institut Schiller, a depuis sa fondation par Elga Tsepelarouche en 1984 combattu pour la paix dans le monde, pour le développement mutuel, pour le dialogue des civilisations, dans la continuité de l'esprit de Bandung, du mouvement des non-alignés, pour émanciper les peuples de l'oligarchie financière, de l'impérialisme et du néocolonialisme. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite mise en garde à mes amis africains, puisque je vois depuis une semaine beaucoup d'analyses, d'experts faire des vidéos sur Internet annonçant la fin de la France-Afrique, dénonçant le néocolonialisme, comme s'ils l'avaient découvert la semaine dernière. On le sait, la France-Afrique va essayer de récupérer ce mouvement d'émancipation des peuples africains avec sa cohorte d'agents et d'experts. Car elle sait que l'arrêt de mort du néocolonialisme a d'ores et déjà été signé et que rien ne pourra l'arrêter. Rappelons simplement le sommet Afrique-France organisé par notre président Emmanuel Macron à Montpellier, auquel j'avais également participé, organisé par son conseil présidentiel pour l'Afrique, où on a pu entendre, dans une magnifique séance de communication, des pseudo-intellectuels africains venir soi-disant dire ces 4 vérités au président Macron sur la politique française en Afrique, et qui n'étaient en fait que les serviles laquais de cette institution néocoloniale. Mais les Africains ne sont plus dupes aujourd'hui, comme nous le voyons ces derniers jours avec ce qui se passe au Niger, après la Centrafrique, après le Mali, après le Burkina Faso. La volonté très forte des peuples et de la jeunesse en particulier de se libérer de la politique criminelle qui a été menée par les institutions occidentales depuis les indépendances africaines, avec les accords militaires et les accords monétaires imposés à ces pays qui aujourd'hui s'en libèrent. Je rappelle que tous les pays de la zone CFA, cette monnaie coloniale, aujourd'hui les 14 pays de la zone CFA francophone, sont tous parmi les pays les plus pauvres, les 50 pays les plus pauvres de la planète, selon le rapport de l'ONU sur l'indice de développement humain qui date de 2021-2022. Donc la présence de l'Institut Schiller lors de cette conférence est très importante, car il montre au monde que l'Afrique et la Russie ont des amis en Europe. C'est d'ailleurs pourquoi nous avions été invités. Et que si la France a un avenir en dehors de ce colonialisme, en dehors de cet impérialisme, ce sera avec nous. Les Africains le savent d'ailleurs, ils nous avaient invités au Mali en janvier 2021, entre les 2 révolutions qui se déroulaient dans le pays à l'époque, pour montrer l'union des peuples, français et maliens, contre la politique de l'oligarchie financière. Je le dis ici haut et fort. Nous ne voulons plus d'intervention militaire de l'Occident en général ou de la France en particulier sur le continent africain. Historique ensuite par son importance dans le changement de paradigme mondial pour l'instauration d'un monde multipolaire, dédollarisé et basé sur le respect et le développement mutuel. Comme l'a déclaré Vladimir Poutine lors d'une des sessions d'une conférence de presse lors du sommet Russie-Afrique, je le cite, « Ce sommet confirme une fois de plus l'engagement ferme de la Russie et de l'Afrique à poursuivre le développement et la recherche de nouvelles formes de coopération mutuellement bénéfiques. » Fin de citation. Et c'est tout cela que j'ai pu observer sur place. Malgré une pression très forte des institutions occidentales sur les gouvernements et dirigeants africains pour ne pas se rendre au sommet, le forum Russie-Afrique ont réuni des délégations officielles de 48 États africains. 27 pays étaient représentés au niveau de leur chef d'État ou du Premier ministre, et les 5 plus grandes associations d'intégration du continent étaient également représentées, pour ne citer que les 2 plus importantes,
l'Union africaine par le président actuel, qui est le président de l'Union des Comores, M. Assoumani, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ainsi que 17 chefs d'État en personne. Ainsi, ce sommet a pu aboutir à une révolution dans les affaires mondiales concernant justement la mise en place de ce monde multipolaire. Une déclaration finale de ce sommet dans lequel les participants ont déclaré leur engagement à construire ensemble une nouvelle architecture multipolaire, plus juste de l'ordre mondial, basée sur l'égalité souveraine des États et une coopération mutuellement bénéfique. Une déclaration sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique, une déclaration sur la coopération pour assurer la sécurité internationale de l'information, vous savez que la guerre des fake news est partout, une déclaration sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, et enfin tout un plan d'action Russie-Afrique 2023-2026 afin de préparer justement toute la mise en place de ces accords qui ont été signés lors de ce sommet. Comme l'a déclaré Anton Kobiakov, donc conseiller du président russe et secrétaire exécutif du comité d'organisation des événements Russie-Afrique, il y a eu plus de 9000 participants, 1000 représentants d'entreprises russes et africaines, des délégations officielles des différents pays bien sûr, mais aussi d'organisations de la société civile. Des entreprises africaines étaient présentes en nombre avec des stands un peu partout présentant l'artisanat, présentant la fabrication de différents produits africains, ainsi que les partenaires russes qui étaient sur place. Donc il y a eu 59 tables rondes qui ont été organisées avec 457 intervenants dans 4 domaines principaux: la nouvelle économie mondiale, qui est le sujet, la coopération dans le domaine de la science et des technologies, on va le voir, la sphère humanitaire et sociale, et enfin la sécurité intégrée et le développement souverain de chaque nation dans le monde. Et bizarrement, parmi tout ça, personne de l'Occident, à part l'Institut Schiller, et je crois était présent également un journaliste de France 24 que j'ai rencontré. Aussi était important de noter la présence de Dilma Rousseff, donc ancienne présidente du Brésil et aujourd'hui à la tête de la nouvelle banque de développement international qui est la banque des BRICS. Lors de son échange avec Vladimir Poutine, Poutine a rappelé qu'en 2014, c'était lui et Dilma Rousseff qui avaient initié la mise en place de cette structure financière et que les membres des BRICS ne s'allient contre personne, je cite Vladimir Poutine, ne sont pas là pour s'allier contre quelqu'un, mais travailler dans l'intérêt de chacun et que cela vaut également dans le monde du secteur financier. Entendre, la dédollarisation de l'économie mondiale est en marche. J'ai donc pu assister à un nombre important de panels, tous plus passionnants les uns que les autres. Je n'en mentionnerai ici bien évidemment que quelques-uns. Par exemple, dans le premier panel, avec la présence du président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui s'est livré à une mise au point très claire. Là, on n'était pas dans la broderie, c'était clair, net et précis, dénonçant la mainmise du colonialisme et de l'impérialisme. Ce sont ses propres termes. Il a déclaré qu'il y avait un ordre mondialiste qui luttait contre le Sud global, mais qu'avec les nations progressistes comme la Chine et la Russie, nous allions gagner. Il a dénoncé l'Occident qui, depuis, je cite, 100 ans, nous empêche d'accéder à une réelle indépendance, mais qui viennent nous donner des leçons de démocratie et financer des oppositions marionnettes. Voilà pour des mots qui sont relativement clairs. Enfin, il a annoncé que le Zimbabwe allait faire un saut qualitatif dans tous les domaines de son économie physique, avec la mise en place d'un programme Sciences et Technologies Horizon 2030. De plus, lors d'un échange avec le président russe, qui a été publié pendant le sommet, le président zimbabwéen a déclaré que compte tenu des sanctions imposées à nos deux pays, Russie et Zimbabwe, et des difficultés qui en résultent pour entreprendre des transactions libellées en dollars américains, le Zimbabwe est d'accord pour rechercher des solutions alternatives autonomes et l'utilisation d'autres formes de paiement pour diverses transactions. Je suis heureux, a-t-il dit, que la Fédération de Russie ait déjà accompli cela malgré les sanctions imposées. Dédollarisation, nous revoilà. Je rappelle, j'avais écrit un livre en 2020
Voir l'Afrique avec les yeux du futur, dans lequel le premier chapitre était consacré à la souveraineté monétaire de chaque pays africain. Le deuxième chapitre au spatial, le développement des technologies spatiales en Afrique, et le troisième au développement du nucléaire civil en Afrique, sujet ô combien tabou. Eh bien, pas du tout tabou au sommet Russie-Afrique. Le premier panel était un peu plus clair, c'est le premier panel du sommet, était les atomes pour la paix et pour le développement. Atom for Peace, qui était un programme historique. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une seule centrale nucléaire qui fonctionne sur le continent africain, qui est en Afrique du Sud, mais qu'une autre centrale est en cours de construction avec justement l'entreprise russe Rosatom à El Dabaa en Égypte. Et donc, Rosatom s'est engagé, je cite, ça a été répété pendant ce premier panel, à fournir du combustible nucléaire russe pendant toute la durée de vie de la centrale, former le personnel. Il y a une école qui a été créée en Égypte pour former les ingénieurs nucléaires pour qu'ils puissent gérer la centrale par eux-mêmes et offrir un soutien aux partenaires égyptiens dans l'exploitation et l'entretien de la centrale pendant les 10 premières années de son exploitation. Et après, avec le transfert des connaissances, le transfert des technologies, ils seront à même de pouvoir gérer leur propre centrale nucléaire. Donc un grand nombre de pays sont évidemment intéressés par le nucléaire civil. Le Ghana, le Nigeria, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. L'Ouganda qui a annoncé que sa première centrale nucléaire serait raccordée au réseau électrique en 2031, donc un projet très ambitieux dans 7 ans. Et le Burkina Faso qui a annoncé également officiellement être intéressé par le développement de l'énergie nucléaire sur le territoire burkinabé. Était présent lors de ce premier panel quelqu'un que vous connaissez, Princey Mtombeni, qui est la fondatrice d'Africa for Nucléaire et qui avait déjà participé à une conférence de l'Institut Schiller en avril 2022. Elle a ainsi pu dénoncer l'hypocrisie des politiques occidentales dites de développement durable, de transition énergétique, mais toutes s'opposent au développement du nucléaire en Afrique. Évidemment, on ne jure ici que par des énergies de faible intensité. Ce à quoi a répondu dans ce même panel Ibrahim Ouizeye, donc qui est le ministre de l'hydraulique, de l'énergie et de l'exploitation minière de la République du Burundi, qui a renchéri en disant que ce pays veut accéder à l'énergie nucléaire, car c'est un petit territoire, ils ont peu de surface, et que les énergies solaires, évidemment, prennent beaucoup de place et donc sont inefficaces, a-t-il dit lui-même, inefficaces pour son pays, pour un pays comme le sien. Voilà donc que les idées de Lyndon LaRouche de flux de densité énergétique sont défendues publiquement et de manière cohérente par les ministres de certains pays africains. Comme cela a été dit dans ce premier panel, l'un des défis stratégiques auxquels chaque pays est confronté dans le monde d'aujourd'hui est la mise en œuvre de technologies aptes à assurer la sécurité énergétique, garantir le développement durable des secteurs divers à l'économie et renforcer les capacités scientifiques et humaines du pays. En parallèle avait lieu un deuxième panel sur le spatial, justement auquel je n'ai pas pu assister parce qu'ils étaient en même temps, mais qui apprenait évidemment le même type d'approche, accélérer le développement économique, l'amélioration du niveau de vie des populations et évidemment former la jeunesse africaine au plus haut niveau technologique, évidemment, et plusieurs accords entre les différents pays ont été signés dans le cadre de ce forum Russie-Afrique. Enfin, je mentionnerai un dernier panel fort intéressant, celui sur l'Union économique eurasiatique Afrique, donc, qui avait pour titre Horizon de la coopération, avec la participation exceptionnelle de Sergueï Glaziev, donc ami de longue date de l'Institut Schiller, et qui nous a fait l'honneur de nous accorder un interview que vous pourrez retrouver sur le site www.institutschiller.org pour en savoir plus, dans lequel il a développé justement ce qui avait été développé dans ce panel sur les accords de partenariat par-delà la Russie, c'est-à-dire l'Union économique eurasiatique, qui concerne plusieurs autres pays comme le Kazakhstan, le Kirghizistan, etc., l'Arménie et d'autres, et de l'élargissement de cette coopération entre ces pays et l'Afrique. Déjà, des choses ont été signées avec l'Égypte, avec l'Angola, et beaucoup d'autres projets sont également en cours de signature. Donc on voit un élargissement très grand. Donc je tiens ici à le remercier personnellement, au nom de l'Institut Schiller, de nous avoir accordé cette interview justement lors de ce sommet Russie-Afrique, car je sais qu'il était très occupé. Un des points forts de ce sommet,
a été la mise en place de nombreuses initiatives dans le domaine culturel et sportif, afin d'instaurer un véritable dialogue entre la jeunesse russe et africaine. C'était passionnant de voir tous les échanges qu'il y avait entre les deux pays, qui doivent encore apprendre, d'ailleurs tout le monde l'admettait, à se connaître, à se découvrir. Ont ainsi été annoncés parmi d'autres initiatives les Jeux de l'amitié, qui se tiendront en septembre 2024 à Moscou et à Ekaterinbourg, donc justement pour rapprocher les peuples par la jeunesse, par l'amitié justement, et se connaître mieux. Un programme jeunesse a également été discuté lors d'une autre table ronde, où des jeunes dirigeants russes et africains sur l'éducation, la science, la technologie, ils ont annoncé un festival mondial de la jeunesse, donc qui se tiendra en Russie en 2024 et réunira les jeunes les plus progressistes, a-t-on dit, de la planète, qui a été donc annoncé pour 2024 en Russie. Donc voilà, donc énormément d'échanges dans tous les domaines scientifiques et technologiques, sportifs, culturels, intellectuels. C'était absolument passionnant. Sans parler justement évidemment des événements culturels qui ont lieu sur place pendant le forum lui-même. J'en mentionnerai que deux. Le 3e festival international de ballet de l'école Inno Praktika, si je prononce bien, donc pour faire découvrir la tradition des ballets russes à un public africain, et également un festival de musique africaine qui a eu lieu le 29 juillet avec un concert avec beaucoup de vedettes africaines qui sont venues faire découvrir donc la musique africaine aux Russes. Donc on voit tout ce partage, ce bouillonnement d'échanges culturels. Donc pour conclure, nous dirons que nous avons pu rencontrer et discuter avec un nombre important de représentants politiques, d'activistes panafricanistes, d'organisations de la société civile. Nous avons été interviewés par de nombreux médias, Spoutnik Afrique, les médias algériens, Afrique Média et bien d'autres, sur lesquels nous avons pu donner justement la vision de l'Institut Schiller dans ce nouveau dialogue des concerts des nations, loin des politiques criminelles du néocolonialisme, de l'OTAN, de la City de Londres et de Wall Street. Donc, et à aucun moment, il faut le dire, il n'y a eu d'animosité à notre endroit, malgré les politiques de sanctions menées par l'Occident contre la Russie et l'Afrique. En témoignent par exemple les premiers mots de Nathalie Yamb, qui m'a accordé un interview lors de ce sommet et que je vous passe ici pour vous montrer l'état d'esprit qui régnait à ce sommet. Donc bonjour Nathalie, bonjour, très content de te rencontrer. Donc voilà, on est tous les deux au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Donc il y a un petit paradoxe dans notre interview parce que je suis français et je sais que tu es interdit de territoire dans mon pays. Alors est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette animosité de la France à ton endroit ? Il faudrait peut-être demander à ceux qui éprouvent cette animosité. Moi, je n'en éprouve aucune envers la France. J'éprouve de la résistance face à la politique française en Afrique. Comme je le disais au début, il était très important que nous soyons présents à ce sommet. Car l'Institut Schiller s'est toujours battu pour la paix par le développement mutuel et le dialogue des civilisations. Et c'était bien tout l'objectif de ce second forum Russie-Afrique. Nous soutenons les révolutions populaires actuellement en cours en Afrique, car il en va de l'avenir de l'Afrique, mais aussi de l'honneur de la France, de mettre fin au néocolonialisme. Nous vivons un moment historique, à nous d'en être à la hauteur.